Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités, mais ils vont se présenter chacun à leur tour. Ils vont peut-être pas parler les deux ensemble, on verra bien. Le dossier concerne le monde agricole. Alors je vais inviter déjà mon premier ami qui est déjà venu sur TVADP. C'est pas la première fois, ça va finir par être un habitué. Il s'appelle Michel Chanu. Alors Michel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Christophe. Salut à tous. Bon. Salut à tous. Alors bon, je me présente plus, les gens me connaissent. Hein. Et voilà, donc ancien constructeur d'avions, ancien paysan. Et puis on va avoir une deuxième personne qui va venir avec nous, c'est François, qui lui a été agriculteur et puis il est tombé aussi dans une très belle arnaque qui touche le monde agricole. D'accord. Alors, je vais prendre la parole en premier pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le monde paysan, parce que les gens connaissent pas trop ce milieu-là. Et je vais essayer de tracer historiquement un petit peu comment s'articule le monde agricole. Puis ça vous permettra de comprendre après ce qui arrive à François. Bon, c'est parfait. C'est un bon sujet. Bonjour à tous quand même. Voilà, donc on est au cours des années 30, fin des années 20, début des années 30. L'Amérique est plongée dans une récession économique sans précédent. Et en fait, c'est toute cette élite anglo-américaine qui va être en fait l'initiatrice de la doctrine nazie. Hein, on est à l'époque du duc de Bedford en Angleterre. Tous ces gens-là, en fait, c'est tous les fascistes qui vont, à travers le Tavistock Clinic et l'école de Francfort, initier la doctrine nazie. Et c'est les multinationales américaines qui financeront le parti national-socialiste allemand et qui amèneront Hitler au pouvoir. Donc le déclenchement de la guerre en Europe, pour eux, c'est du pain béni. On est exactement aujourd'hui au même positionnement qu'à cette époque, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est le copier-coller. C'est-à-dire que là, avec la guerre qui se déclenche en Europe, l'agriculture française et européenne va devenir moribonde. Et en fait, c'est ce qui va faire les choux gras de l'agriculture américaine qui va se moderniser et même s'industrialiser. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Pétain va complètement supprimer la liberté syndicale. C'est-à-dire qu'on avait des corporations professionnelles. Ces corporations professionnelles n'auront plus droit au chapitre. On n'aura plus la liberté syndicale. Alors, le syndicalisme dans le monde agricole, c'était tout simplement, c'était pas les crève-la-faim de petits paysans qui avaient 3 hectares. C'était plutôt les propriétaires terriens, les gros propriétaires terriens qui étaient proches des idées de Pétain, même si Pétain n'était pas le plus mauvais. Hein, je voudrais pas employer le terme collabo, mais j'en suis pas loin. C'est tous ces gens-là, en fait, tous les gros propriétaires terriens qui représentaient les corporations agricoles. Et ces gens-là, ils vont rebondir en 1946 lorsqu'on va recréer le syndicalisme en France, notamment à travers la création du puissant syndicat agricole FNSEA, la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles. Et ces gens-là vont devenir des piliers du syndicalisme. Alors, on est en pleine époque du plan Marshall. Le plan Marshall, c'est ces 2,8 milliards de dollars qui vont être attribués à la France pour faire redémarrer son économie. Ouais. Mais en fait, les États-Unis, ils en ont rien à foutre de l'économie de la France. Eux, ce qu'ils voient à travers ça, c'est de réimprimer du pognon, et puis pour que les Français, naturellement, refassent l'acquisition de matériel américain. Et c'est l'époque où les petits tracteurs Massey Ferguson vont arriver à navires et à trains entiers, hein, et vont venir peupler les fermes françaises. On va moderniser l'agriculture française. Et alors, comme ça, pour ma culture générale, il y avait quoi comme marque française en tracteur à l'époque? Il n'y avait pas grand-chose à part Société Française, mais c'est surtout les célèbres petits Massey Ferguson, ce qu'on a appelé les petits gris, là. Hein, les Massey Harris et Massey Ferguson qui arrivaient à wagon entier. Hein, tout ça arrivait, mais ça faisait repartir en fait toute
tout le machinisme américain. Américain, d'accord, ouais. Hein. Alors ça, le plan, hein, il avait pris naissance, le plan Marshall, le 1er avril 1948. Hein, c'était vraiment un poisson d'avril, hein, franchement. Il faut aller regarder les dessous du plan Marshall, mais il y a de quoi faire un live complet là-dessus. Et ce plan, il a été actif du 1er avril 48 jusqu'en 1952. Mais c'est ce qui fera dire à De Gaulle, d'ailleurs. De Gaulle aura une boutade en disant que les paysans français n'ont jamais été des résistants. Ils le sont tout simplement devenus parce qu'on ne pouvait pas parachuter les armes en ville. D'accord, ouais. C'était devenu des résistants par opportunisme, en fait, hein, quand on lit entre les lignes. Il avait quand même un peu d'humour, De Gaulle, hein, là-dessus. Et donc, le plan Marshall, il sera soumis à tout un tas de conditions. C'est d'accepter toute la politique des États-Unis. Hein, ils vont vraiment nous dicter leur manière de voir l'économie et de voir la politique. D'ailleurs, dans la conférence de Paris en 1948, Molotov, hein, qui était ministre des Affaires étrangères russe, quittera la table des négociations puisque la Russie refusera l'aide du plan Marshall. Alors, on est en 51 et en 1951, on va avoir 98 paysans à l'Assemblée nationale. Ah, c'est pas mal. Pas mal. C'est quand même pas mal quand tu vois le nombre des départements français. Hein, 98 paysans à l'Assemblée, on n'a jamais revu ça depuis. Hein. Et dans ces 98 paysans, on en a 15 qui sont présidents des fédérations départementales du syndicat des exploitants agricoles français. Donc, on a des élites de la FNSEA qui sont parmi les députés élus. Donc, c'est là où on va commencer à connaître le monde des enveloppes et le début de la corruption entre le CNPF, le mouvement paysan et les élus. D'accord. Tout le monde va grassement toucher ces enveloppes. Et c'est l'époque aussi où on assiste à la mécanisation à outrance, et puis mécanisation qui va commencer à créer des excédents de production. Et là, des cours qui vont plus être des cours stables, parce que ça va faire le yo-yo sans arrêt. Et alors, puis, c'est assez... Oui. Michel, je vais te poser une question pour que les internautes ou ceux qui nous écoutent comprennent. Quand tu parles d'enveloppe tout à l'heure, d'accord, c'est des enveloppes qui viennent d'où? C'est de l'argent qui vient d'où, en fait? Financement occulte par le patronat. D'accord. Alors, faut pas oublier que dans les rangs du patronat, le patronat, c'est quasiment tous ils sont tous issus du régime collabo. Hein, c'est des gens qui ont fait business avec l'ennemi. Et puis, c'est des gens qui, après-guerre, vont se flanquer d'une jolie étiquette de résistant. D'accord. Il y a même des collabos de chez collabos qui deviendront des conseillers de président de la République. Bon. Ah. Voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas hein, entre ce mouvement de collabos qui vont devenir des résistants, mais le volet financier, lui, l'explique très bien. Et ça, il faut le connaître, ce volet-là. D'accord. Et en fait, c'est à cette époque où on va se livrer à l'endoctrinement total du monde agricole. Ouais. On va payer des stages aux paysans, et notamment à ces fameux leaders FNSEA. On va leur payer des stages aux États-Unis. Ils vont aller visiter les exploitations américaines. Et on va surtout leur brandir un épouvantail, celui de l'agriculture communiste, en disant, mais attendez, faites attention, parce que là, en face, ça va être le collectivisme. Donc, vous n'aurez plus la liberté d'entreprendre. Et votre piège, il est là. Vous n'avez pas d'alternative. C'est notre modèle ou c'est celui d'en face. On a installé, en fait, l'activité économique agricole dans une espèce de bipartisme, comme on a fait avec la politique. Comme s'il n'y avait pas l'entre-deux. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Et c'est là où on va endoctriner le monde agricole. Et pour ça, eh ben, on va utiliser, tu sais qui? Non, mais le clergé. Hein? Le clergé de la grande prostituée romaine. Ah bon? C'est eux qui vont se coller à la tâche avec le mouvement des JAC, des Jeunesses agricoles catholiques. Ah ouais? Ouais. Tout ce mouvement-là commence en Bretagne. Tout simplement parce que le premier ministre issu du monde agricole s'appelle Tanguy Prigent. C'est un membre de la SFIO. Et c'est ce type qu'on va propulser comme ministre de l'Agriculture. C'est un Breton. C'est une personne qui est originaire du Trégor. D'accord. Et quand tu dis SFIO, ça veut dire quoi exactement pour les internautes? Socialiste.
Ah oui, d'accord. Bon. Socialiste, qui est censé s'opposer à tout ce qui est extrême droite, mais en fait qui vaut pas mieux. Bon, ok. Parti déguisé. Et là, eh ben, on va assister à quoi avec le plan Marshall? On va assister à une surproduction agricole, parce que là, il y a de la camelote à tout va, mais les prix s'effondrent. Donc ça fait la chute des cours, mais ça, c'est le bonheur pour le nouveau mode de commerce d'après qu'on a planifié après-guerre. Ça va faire les choux gras de la grande distribution. On va avoir des gens comme Édouard Leclerc, qui était un collabo des nazis, dans son fief de Landerneau, qui était un informateur des nazis, qui a fait flinguer des résistants d'ailleurs, Édouard Leclerc. Et ce type va rebondir, il va rebondir naturellement sur les prix bas, c'est ce qui va lancer la grande distribution en France. Puis ça va provoquer l'exode rural, puisque les prix sont plus rémunérateurs, donc il y a beaucoup d'exploitations qui vont disparaître. On va commencer à avoir des phénomènes de pollution, parce que là, l'agriculture raisonnée à cette époque-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est l'atrazine à tout va, c'est l'engrais à tout va. Tout ça, c'est le bonheur de tous les marchands de business, l'agrochimie et autres, qui vont s'en mettre plein les poches. Ça va être l'époque de tous les excès. D'accord. Et ensuite, c'est là où on va avoir de la pollution aussi des cours d'eau. C'est 60% des nappes phréatiques qui vont être contaminées, 30% des cours d'eau. Et puis, c'est là où l'alimentation va commencer à devenir de l'alimentation de faible qualité. Et tout ça va aussi entraîner un autre facteur qu'on va complètement nier à l'époque, mais dont on connaît aujourd'hui les effets, c'est l'appauvrissement des sols. On a des sols qui vont commencer, tu vas labourer des hectares où tu vas même plus trouver un ver de terre. Voilà. Et ça a des effets sur le long terme, et c'est une politique qu'on va payer très très cher à l'avenir. Et là, l'époque charnière, ça va être vraiment 1960. C'est là que va commencer une longue histoire d'amour entre le Parti gaulliste et la FNSEA. Le 5 août 1960, on a une nouvelle loi d'orientation agricole. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'est Edgar Pisani. Tu sais, c'est celui qui avait été missionné pour les accords en Nouvelle-Calédonie. Tu te rappelles d'Edgar Pisani? Le nom me dit quelque chose, mais je ne me rappelais plus pourquoi. Alors, ce mec-là était ministre de l'Agriculture en 1961 et c'était le grand copain d'un président du CNJA. Le CNJA, c'est tout simplement la branche jeune agriculteur de la FNSEA. D'accord. Et ce type s'appelait Michel de Baptiste. Et je vais relater ça d'une manière un peu humoristique. C'est en clair, on s'invective le jour, on se jette même la vaisselle à la figure, mais en fait, la nuit, on dort dans le même lit et en plus, on en profite pour faire des galipettes. C'était ça, en fait. Il y a un truc de façade où le monde agricole s'oppose aux politiques, mais en fait, tout est décidé en dessous et ils sont copains comme cochons en foire. À tel point dans les années 70, on mettra même un type à la présidence de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Et ce type, qui s'appelait à l'époque Lucien Duroux, tu sais qui c'était? Non, pas du tout. Non. Le beau-frère de Michel de Baptiste. D'accord, ouais, c'est du travail déjà en collusion, là. On est vraiment dans une affaire de famille. Donc, en 1962, c'est là où on va créer les SAFER, ce dont j'avais parlé la dernière fois. Donc, des sociétés anonymes à but non lucratif qui ont pour but de contrôler le marché foncier. Alors, pour être beaucoup plus clair, c'est la distribution de la terre aux copains. Alors, le sigle SAFER, ça veut dire quoi exactement, SAFER? Société d'aménagement foncier d'établissement rural. D'accord. C'est tout ce qui touche le négoce du foncier rural. D'accord. Donc, en clair, ils ont un gros pouvoir, alors, ces gens-là. Ah ben, bien sûr. T'es membre de la secte, on t'attribue des terres. T'es pas membre de la secte, tu peux toujours courir. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc, mais là, on va pas avoir que l'infiltration de la SAFER. On va aussi avoir, on va créer ce qu'on appelle l'IVD, l'indemnité viagère de départ. C'est-à-dire qu'on va donner une indemnité aux anciens qui partent pas assez vite pour libérer des terres. Et puis, on va essayer de virer de la campagne tous ceux qu'on juge pas assez productifs.
Et là, on va en profiter pour que tous les conseils d'administration, que ce soit Mutualité sociale agricole, que ce soit la banque, que ce soit les chambres consulaires, que tout soit noyauté par la FNSEA ou le CDJA, qui sont les copains du pouvoir. Donc, ça laisse la place à tous les débordements. Ce qu'on peut expliquer clairement, mais à tout ce qui se passe dans les coulisses, ce que personne ne voit. Et donc là, toi, tu vas donner un éclairage alors, du coup, sur ça. Tout à fait. Et en 72, tu vas avoir l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Agriculture qui va s'appeler Jacques Chirac. En 72? Oui. Il va être nommé ministre de l'Agriculture et il gardera le poste jusqu'en 1974. D'accord. Et en 1978, lorsque Chirac deviendra Premier ministre, c'est la FNSEA qui dictera à Chirac qui prendre comme ministre de l'Agriculture. Ah ouais? C'est la FNSEA qui décide de qui va être le ministre de l'Agriculture. Et on va nommer à cette époque-là un jeune membre du RPR qui s'appelle François Clerc. Ah oui? Donc je te laisse pas imaginer tout ce qui peut se passer quand quelqu'un d'un parti politique devient directeur général, excuse-moi, Clerc devient directeur général de la FNSEA. Donc, je te laisse imaginer ce qu'il advient, en fait, d'un militant politique quand il intègre un truc comme la FNSEA. Parce que les financements occultes, ça existe. D'accord, ouais. Et de 74 à 76, c'est Chirac qui nommera, toujours sur conseil de la FNSEA, un Breton, Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture. C'est un type qui était député du Morbihan, et la FNSEA va dire à Chirac, tu dois prendre Bonnet comme ministre de l'Agriculture. Et après, en 86, ça sera encore mieux. On nommera quasiment le président de la FNSEA, François Guillaume, comme ministre de l'Agriculture. Donc tu vois qu'on a une connivence entre un syndicat professionnel et le pouvoir. D'accord. Mais derrière, faudrait que les gens comprennent ce que ça a mis en place comme mécanisme, c'est ça qui a de l'importance. Eh ben, tu vas voir, tu vas vite comprendre. C'est qu'en fait, c'est l'époque où on va faire les poches du consommateur contribuable. D'accord. Parce que c'est là où va arriver ce qu'on appelle le plan Sicko-Mansholt, le plan Mansholt, où là, on va prendre de l'argent dans la poche du contribuable pour financer l'agriculteur le plus productif. Alors, comment on va prendre l'argent à la poche? Donne des applications. Par le biais des primes PAC. On va donner des primes à des agriculteurs qui n'ont pas besoin d'être aidés. En fait, c'est les plus gros qui vont être les plus aidés. C'est ceux qui n'ont pas besoin d'aide et c'est ceux-là qu'on va encore aider à grossir. Alors, le problème, c'est que les 20% d'agriculteurs touchent 80% du montant des aides. Donc ça amorce une mécanique, c'est que les plus gros bouffent les plus petits. Et les gens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, le consommateur, il croit que le gars, quand il pousse son caddie chez Leclerc, il croit que ce qu'il va payer à la caisse, c'est le coût de son alimentation. Il se met le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Parce que le plus gros de sa dépense alimentaire, c'est payé par le biais de ses impôts. Aujourd'hui, le revenu de l'agriculteur, c'est le contribuable qui fait le revenu de l'agriculteur. L'agriculteur, le prix qu'on lui paye sa récolte, son prix d'achat de sa récolte est inférieur au coût de production. Si aujourd'hui le paysan n'avait pas l'argent du contribuable, il ne pourrait même pas bouffer. Ça lui suffit même pas pour pouvoir importer ses cultures. Tu te rends compte? Ouais. Et là, on est en train de faire la même chose quand on parle du revenu universel. On veut que les gens aujourd'hui ne fassent plus un plein temps. On veut qu'ils fassent un 2/3 ou un 3/4 temps. Mais on veut que leur salaire ne leur suffise pas pour vivre jusqu'à la moitié du mois. Et on leur dira, on va vous donner le complément de revenu universel. Mais à une condition, monsieur. Ah, mais vous êtes vacciné. Vous avez toutes vos doses. Ah, mais vous dépensez comme ça. Vous devez dépenser votre argent comme ça. Sinon, vous avez droit à rien. Donc, ce qu'on est en train de faire avec le revenu universel, c'est exactement comme ça qu'on a piégé le monde agricole.
C'est la même mécanique. D'accord. Non, non, mais c'est Alors, bien, parce que c'est mettre les gens en difficulté pour pouvoir après faire des donc pressions. Voilà. aujourd'hui, la moyenne, le contribuable aujourd'hui, il débourse à peu près 28 000 euros par exploitation agricole en France. Si on prend la moyenne de ce que touchent les exploitations agricoles en France, c'est entre 28 et 30 000 euros. En moyenne, hein, parce qu'il y en a qui touchent beaucoup plus, il y en a qui touchent beaucoup moins. Mais le problème, c'est que dans les années 50, on avait 5 millions de paysans. Ouais. Et on est passé en 2009, où on n'en avait plus que 600 000. Parce que le brave monsieur Chirac, qui était tant aimé de la profession agricole, ces gens-là, ils ont foutu par perte et profit quasiment 4,5 millions de paysans. Mais attends, parce que là, quand tu dis ça, c'est qu'à un moment donné, si tu avais 5 millions de paysans, ça veut dire qu'il y avait des terres qui appartenaient à tous les paysans. Oui. Donc, si la réduction, elle est à ce point-là, c'est pas des terres qui sont devenues incultivables, je suppose. Ah, non, 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 non. Ah, ben non, on a payé les non productifs pour qu'ils dégagent en leur donnant en l'IVD. Et puis la SAFER, elle, ces terres, elle les a redistribuées vers les copains de sa secte. D'accord, voilà, c'est ça que je voulais entendre. En fait. Hein, c'était une redistribution voilà. Des terres, une captation, une redistribution. Et une redistribution, c'est ça. Mais pour le contribuable, lui, ben aujourd'hui, il décaisse pour faire survivre le paysan qui peut pas bouffer, le gars. Il peut pas bouffer avec les prix agricoles qui sont pratiqués. Donc, tu fais le contribuable aujourd'hui, consommateur, il fait vivre ces gens-là en subventionnant à outrance. Et puis en plus, on a divisé le nombre des fermes par 10. Ce qui fait que même si on prend, admettons, un actif par ferme, ça veut dire qu'on a fait 10 chômeurs pour un agriculteur survivant. Ça veut dire que les 10 mecs qui sont aujourd'hui au RSA, t'as qu'à faire tu multiplies 500 balles par 12 mois par 10 par an, c'est 63 000 euros. Donc ça veut dire que le contribuable aujourd'hui, il décaisse ses 30 000 euros de subvention pour faire vivre le paysan, mais il décaisse en plus 63 000 euros pour faire vivre les crèves-la-faim que le système a produit. Génial, hein, quand même. C'est à ça qu'on assiste. Et alors là, en 75, on a fait beaucoup mieux. L'État a permis à la FNSEA de créer une taxe, entre guillemets, parafiscale. C'est-à-dire ? Alors, comme la profession agricole, on a des organisations interprofessionnelles, les producteurs de céréales, producteurs de lait, les cidriculteurs, la production bovine. Tout ça, on a des organismes interprofessionnels au sein de la profession agricole. Et ces gens-là, ils se paient sur la bête. C'est-à-dire que au départ, c'était les cotisants, comme des associations. L'association fait payer ses membres. Ouais. Et là, l'interprofession faisait payer ses ressortissants. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Par le biais d'un décret, on va dire non, maintenant, c'est tous les producteurs de céréales, sans distinction, qui paient pour l'organisme interprofessionnel. Et là, ces organismes-là, collectés à cette époque, alors ça, je te parle, c'était dans les années 75, hein, dans les années 2000, ils percevaient à peu près 300 millions d'euros par an. Mais attends, quand ils collectent, parce que le but de collecter, c'est pour redistribuer. Non. Ah bon? Alors je comprends pas pourquoi ils collectent. Non, c'est pour faire vivre. C'est pour faire vivre le système. Ces gens-là, ils régissent la profession, comme la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux pour l'huile. Hein. Regarde, on a un exemple, c'est l'huile là. L'huile qui est en train de manquer là, aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, qui demandait de payer un certain montant auprès de leur organisme, ils ont participé à monter un groupe qui s'appelait Sophie Protéol, qui s'appelle aujourd'hui Avril Sophie Protéol, qui pèse 7 milliards d'euros. Et ces gens-là, ils tiennent toute la production d'oléagineux, mais aussi ils sont propriétaires de toutes les marques d'huile.
Et en Ah fait, oui, leurs oléagineux, ils les font traiter, triturer en Roumanie, pardon, en Ukraine, par une boîte qui s'appelle Seipol, parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire triturer, de faire transformer en Ukraine que de transformer en France. résultat, c'est la Là, aujourd'hui, finalité. Ouais. pénurie d'huile, enfin, on est en train de faire valoir qu'il y a une pénurie, parce qu'on est en train de faire flamber les prix. Alors génial, d'un côté tu ponctionnes les producteurs, puis de l'autre côté tu fais une raquette chez les consommateurs qui vont payer leur litre d'huile presque quasiment le double. C'est l'arnaque du siècle, cette affaire-là. D'accord. L'arnaque du siècle. Et en fait, alors ces gens-là, à un moment donné, il va y avoir un rapport de la Cour des comptes en 98, à l'époque de Jospin, où là Ouais. ils vont dire, attendez, votre truc ça suffit là, votre bazar ça commence à bien faire. Et là, il y en a qui vont se retrouver donc sur les bancs du tribunal de grande instance de Paris, hein, devant la 11e chambre correctionnelle. Et là, on va retrouver Luc Guyot, président de la FNSEA, hein, qui a été président de la FNSEA entre 92 et 2001. On va retrouver Henri de Benoît, le vice-président de la FNSEA, lui aussi sur le banc des accusés. On va retrouver Joseph Doll, qui est le président de la Fédération nationale des éleveurs. Et on va retrouver aussi Georges Dutruc-Rosset, qui a été le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture de l'époque, Philippe Vasseur, qui a Et été ministre alors, de l'Agriculture entre 95 et 96. il se retrouve au tribunal, mais quel est le motif de la Ils sont juridiction? poursuivis pour abus de biens social. Parce D'accord. que Et ce ces sont gens-là, Henri. ils ont un train de vie, ces gens-là, phénoménal. D'accord. Mais comme la justice française est bonne mère, surtout avec les magouilleurs, bon, on va juger que l'argent reste en famille, c'est-à-dire que l'argent qui est prélevé aux agriculteurs, bon, en fait, il reste dans le milieu agricole, donc il n'y a pas d'abus de biens social. Et tous ces gens-là vont être relaxés. Ils vont bénéficier d'une relaxe. D'accord. Mais ils se seront enrichis personnellement, en fait. Ils vont bien vivre ils vont très bien vivre. J'ai donné un truc après qui concerne la MSA. Je vais te lire un article. Et les gens vont comprendre ce qui se passe dans ce milieu-là. Et en 2002, eh ben, qu'est-ce que va faire la FNSEA? Elle va récidiver. Elle va créer un fonds qui va s'appeler Provea. Et Provea, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire la FNSEA? Ils vont prélever 0,2% sur les montants salariaux des salariés agricoles. Donc, dès que tu paies un salarié agricole, tu as 0,2% qui sont prélevés par Provea. Et l'argent collecté, les 0,2%, c'est 10 millions d'euros par an quand même, hein, ça tombe encore dans l'escarcelle de la FNSEA. Et à quoi sert le fonds Provea? Ben ça, c'est mystère. On ne sait pas à quoi il sert. Dans les statuts, on dit que une entité qui est chargée de gérer le prévisionnel de la manœuvre agricole. On veut créer des observatoires, mais en fait, on ne sait pas où passe le fric. C'est la nébuleuse. Et c'est que ça, la FNSEA. Oui, d'accord. Alors, et la FNSEA tient tout. Elle tient la mutualité sociale agricole, elle tient les groupements de sanitaires départementaux. Ils sont partout, 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 partout. Alors, pour que vous compreniez la casse, je vais vous lire un truc. C'est la gestion de la sécurité des agriculteurs devant la justice. En 2002, la caisse centrale de la MSA est poursuivie. Alors, le procès de l'argent facile. En 1997, la mutualité sociale agricole est sévèrement épinglée par la Cour des comptes, comme l'a été Sophie Protéol. Hein. L'ancienne direction s'expliquait hier devant la justice pour un certain nombre d'irrégularités dans sa gestion passée. Le Mans. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque en 97. Un rapport de la Cour des comptes dissèque la gestion jugée dispendieuse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Sécu des agriculteurs. Donc cette sécurité sociale des agriculteurs, elle a un conseil d'administration qui est géré par des gens qui sont issus de la FNSEA. Le deuxième régime national avec 4 millions de cotisants. Mais il faut savoir que ce régime agricole, qui rentre dans la tourmente, il n'arrive pas à faire fonctionner son système par l'argent prélevé chez ses cotisants. Il repompe de l'argent dans le régime général de la sécurité sociale. Il est déficitaire, ce régime.
Tu te rends compte que tout ce que les paysans payent ne suffit pas à faire fonctionner cette usine à gaz. On repompe de l'argent dans le régime général. Et là, en avril 97, on a le directeur général et son adjoint qui sont licenciés pour faute grave. En juin, le président démissionne, le président du conseil d'administration. En juillet, le ministre de l'Agriculture suspend le conseil d'administration et nomme un administrateur provisoire. On va nommer un administrateur, circuler, il n'y a rien à voir. Parmi les principaux griefs, on a quand même des salaires de 2,4 millions de francs par an pour le directeur. 240 millions de centimes par an, c'est quand même pas mal. Hein. D'accord. Pour le directeur général, pour son adjoint, c'est 90 millions par an, 900 000 francs. C'est des voyages d'études au long cours et des frais de cantine à 345 francs par repas. J'espère que chez ces gens-là, on ne prend que 3 repas par jour. Parce que chaque repas coûte en moyenne à l'époque, il faut placer ça dans son contexte, de 97. Il bouffe pour des factures de 345 francs. C'est-à-dire qu'il fallait déjà bien manger pour payer 345 francs de repas. Hein. Oui. Et là, plusieurs plaintes sont déposées. Alors là, c'est là qu'on assiste à la gestion d'un club de boulistes. Les pages de gestion de la MSA sont arrachées. À l'issue de 4 ans d'instruction, l'ex-directeur général Serge Avoine et son adjoint de l'époque, Guy-Marie Gallet, qui était le maire de Saint-Saturnin, la commune qui est juste à côté du Mans, comparaissent devant le tribunal de Paris. Le premier pour abus de confiance, pour recel d'abus de biens sociaux, et le second, lui, il est poursuivi pour faux et usage de faux, pour abus de biens sociaux, abus de confiance et présentation de bilan inexact. Parce qu'on falsifie les comptes. Et puis à ça près. Principale question examinée à l'audience, les conditions du rachat de CEFRAS, une association qui a été reprise en 93 à l'issue d'un redressement judiciaire. Tiens, ça c'est des mécaniques qu'on connaît bien. Une opération qui a été pilotée par Guy-Marie Gallet. L'homme plus que son patron semble tenir les rênes. Il fait alors tomber dans l'escarcelle de la MSA 16 maisons de retraite, les Synopis. Un foyer de jeunes travailleurs, une école hôtelière, une école d'aide-soignante. On ne voit pas ce que ça vient foutre dans le milieu de la MSA. Tout ça tombe dans l'escarcelle MSA. Et donc, on en conclut que c'est une gestion incertaine au service d'une politique improbable. Et donc, la nouvelle direction de la MSA, elle, tu sais comment elle se porte? Elle se porte partie civile. Parce que tu sais, quand on est partie civile dans un procès, on ne peut pas être inquiété. Ouais. Mais la nouvelle équipe qui est mise en place, qui ne fait pas mieux que la précédente, elle est partie civile au procès. Pas d'inquiétude d'être éclaboussé par l'affaire, surtout pas. Hein, on a les 2 pigeons qui vont comparaître. Naturellement, il va y avoir un fusible dans les 2 pigeons, mais surtout, pour la direction, on est blanc comme neige. Hein. Aucune assemblée générale ne ratifie le rachat. Des procès-verbaux de réunion de la Caisse centrale ont même des pages arrachées. Ça veut dire que dès qu'il y a une réunion de l'Assemblée générale, on a arraché la page. On ne sait même plus qui était présent à l'Assemblée générale. Les délibérations, on ne les connaît même plus. Donc, ça fait désordre, comme le président Michel Desplan. Cette diversification a coûté 297 millions de francs. Selon la partie civile, elle a plombé durablement les comptes. Sur la période de 92 à 97, la MSA a atteint un déficit de 500 millions de francs. Tout cet argent, s'étonne le président, provient du prélèvement obligatoire auprès de la sécurité des agriculteurs. La MSA n'hésite pas à les assigner en redressement judiciaire quand ils ne paient pas. Et le procureur a requis contre Guy-Marie Gallet, le sous-directeur, 2 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Et l'interdiction de ses droits civiques quand même. Par contre, il n'a rien requis contre le directeur général. Ouais, donc là, tu es en train de démontrer qu'il y a une forme de collusion d'intérêts, d'accord, de détournement de fonds. Mais alors, quand ils avaient fait les acquisitions, à ton avis, les acquisitions, c'était sur des liquidations judiciaires? Il y avait des complicités avec des mandataires ou pas? Mais bien sûr. Bon, d'accord. Et on faisait tomber tout ça dans l'escarcelle MSA. D'accord. Oui, il devait y avoir aussi des notaires là-dedans, il devait y avoir un peu de tout, hein? Oh ben, du joli monde, comme toujours. Bon, d'accord. Non, pour que les gens comprennent. Parce que ça se fait la MSA, c'est comme l'histoire de la direction des services vétérinaires avec François. Ça veut dire que la plupart du temps, les gens qui sont handicapés, on les reconnaît pas handicapés.
Ils ont payé, mais quand ils arrivent pour pouvoir, moi j'ai vu des gens atteints d'arthrose qui pouvaient plus bosser, mais on leur rit au nez au tribunal des affaires de sécurité sociale. On leur rit au nez. Le médecin conseil, lui, il est grassement rémunéré, il est complice du truc. Les gens cotisent, mais ils ont droit à rien. Tu vois, là, j'ai un truc, tu vois, qui touchait ma mère. Moi, j'ai ma mère, au décès de mon père qui était agriculteur, parce que mes parents étaient agriculteurs, c'est pour ça que je sais à peu près de quoi je parle. Voilà. Au décès de mon père, ma mère n'a pas touché sa pension de réversion. Tu vois, j'ai ici, là, une lettre qui a été envoyée donc à Jean Lassalle, député à l'époque. Alors, comme il était agriculteur, tu vois un petit peu, même les personnes, les veuves, n'arrivent même pas à toucher leur pension de réversion de leur mari défunt. Et cet argent-là, il n'est pas perdu pour tout le monde. Il faut arrêter de nous prendre pour des demeurés. Ce pognon, il n'est pas perdu pour tout le monde. Alors, tu vois, je vais saisir 3 députés, en fait. Il y en a 3 qui vont être saisis. Avec chaque fois le même baratin. Les mêmes réponses de Touraine ou de Laurence Rossignol que j'ai là. Sauf qu'il y en a un que je connais un peu mieux que les autres, de députés, à qui j'ai dit, tu vas voir, moi, je vais aller faire tes quartiers. Je vais leur expliquer tes magouilles. Et tu vas voir, je te souhaite bon courage. Je peux dire que 3 jours après, ma mère avait sa pension de réversion. Par contre, la maison de ce député, elle a failli cramer et sa mairie, elle a brûlé. D'accord. Voilà. Tu vois un peu le boulot? Donc, là, il y a déjà toutes les malversations qu'on a sur les cotisations sociales, sur des gens à qui on n'octroie pas, et puis du détournement de pognon. Mais je te dis pas ce qu'il arrive quand tu es un simple agriculteur et puis que tu te trouves avec un voisin qui fait partie de la FNSEA ou qui fait partie du conseil d'administration de la MSA ou du Crédit Agricole. Ta vie ne devient pas un long fleuve tranquille. Alors, tu sais, quand tu dis ça, Michel, je peux faire un aparté parce que quelque chose que moi, j'ai vécu, d'accord? Quand je suis devenu veuf, j'ai touché une partie de la retraite de mon épouse. Oui. D'accord? Mais ce que je ne savais pas, bon, il y a un calcul qui est fait, il y a un prorata qui est calculé, donc tu as un ratio et tu touches. Tout à fait. Mais ce que je trouve drôle, c'est que toi, quand tu es encore en activité, tu as le droit de percevoir ça, parce que j'avais encore de l'activité. Oui. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'au moment où moi, j'ai pris ma retraite, d'accord, la partie qui m'était allouée a été automatiquement réduite. Ah ouais. D'accord? Automatiquement. Oui. Mais cet argent-là, de toute façon, il n'est pas perdu pour tout le monde. Alors là, voilà. j'ai laissé ma place à François. Ouais, d'accord. Si, moi j'ai fini. Hein. Ah ben non, faut quand même que tu expliques ton histoire. D'accord. Bon, bah écoute, alors, tu vas rester à côté de lui pour. Je reste à côté, mais là, il va vous raconter ce qui lui est arrivé. Alors lui, en gros, il reprend l'exploitation de sa mère. Et sa mère, elle a un problème avec le cheptel bovin qui est atteint d'une maladie qui s'appelle la brucellose. D'accord. Alors, quand tu as un cheptel qui est brucellique, toute la gestion t'échappe. En fait, c'est les services vétérinaires c'est le groupement sanitaire départemental qui gère ton exploitation. Tu peux plus rien faire. Tu es sous contrôle total de ces gens-là. D'accord. Et c'est ce qu'il va nous raconter, alors, du coup. Et là, c'est ce qu'il va te raconter. Alors, moi, j'ai un département où c'est très particulier. Je t'avais raconté la dernière fois que j'en ai un à qui j'ai cartonné la gueule, un escroc d'assurance. Ouais. Tu te rappelles du mec où j'avais expliqué que ce monsieur, le lait des vaches qui était impropre à la consommation, les vaches à mamite, on les balançait dans le tank. Ouais. Hein, j'habite l'Orne. Hein. Et aujourd'hui, le président du groupement sanitaire départemental de l'Orne, il s'appelle Yvan Burel. C'était le grand ami de celui à qui j'ai tanné la gueule, hein, à qui j'ai bourré la gueule d'ailleurs. Et tu sais ce que lui avait donné monsieur le président du GDS à l'époque comme conseil? De mettre le lait des vaches à mamite dans le tank et puis derrière de balancer une bouteille d'eau de Javel. Et puis, tout le lait, sanitairement, au contrôle, il passe, il est clair. D'accord. Et monsieur Yvan Burel n'est autre que l'ancien président du conseil départemental, Gérard Burel. Il y a ton micro qui coupe, pardon. Tu as coupé ton micro. Tout ça, ça a été indiqué, ça a été en PV de gendarmerie, ça a été acté. Au tribunal, alors ils voulaient mettre en médiation pénale. Moi, j'ai refusé, j'ai dit non, il y a un tribunal. Moi, je veux passer au tribunal.
Et puis, ben, j'ai été condamné à 35 € d'amende pour lui avoir claqué la gueule. Alors, à côté de ça, il y avait les escroqueries à l'assurance, hein, parce qu'il y avait un paquet derrière. Donc, tu vois un peu le boulot. Allez, j'ai laissé la place à François. Bon, alors, Allez, François, prends place. Vas-y, installe-toi en face. Faut que je me vois dans l'appareil, toi. Voilà, juste attends que tu le vois dans l'appareil. Bon, bonjour François. Moi, Bonjour Monsieur François. Est-ce que vous me voyez? Vas-y, roule. Allô? Est-ce que... Bonjour bon, Monsieur. bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, monsieur. Il m'entend, non? Oui, alors, je mais me présente, François, ancien agriculteur dans le Calvados. d'accord. Bon, alors l'histoire a commencé de la façon suivante. Mon père était décédé, donc j'étais l'aîné de 5 enfants et j'étais resté aider ma mère à élever les jeunes et c'est moi qui m'occupais de toute sa ferme. Et puis l'exploitation le cheptel s'est trouvé atteint par la brucellose. Et il y avait un arrêté préfectoral imposé par les services vétérinaires qui interdisait de vendre tout animal autre que pour la boucherie, et surtout il n'y avait pas le droit de remplacer les bêtes éliminées. Alors tous les 3 mois, il y avait des prises de sang imposées par les services vétérinaires, et les bêtes réagissantes étaient éliminées avec interdiction de les remplacer. Ce qui avait pour but quand même de limiter le cheptel. Nous ne faisions pas. Attention, vous Nous ne entendez faisions pas de lait, pas de labour, c'était des vaches allaitantes. Donc, l'exploitation était sans rentrée d'argent. Et ma mère se trouvait avec des jeunes à élever. Qu'on m'explique comment payer les charges fixes d'exploitation, payer tout ce qu'il y a à payer pour la vie d'une exploitation quand on est par l'administration privée de toute rentrée d'argent. Bon, alors, fin 1980, pour raison de santé et tout, ma mère décide de prendre sa retraite. Donc, moi, jeune agriculteur, je ne voulais pas m'installer en reprenant un cheptel qui était sans rentrée d'argent, qui était bloqué sanitairement. Donc, j'avais demandé un vide sanitaire total. C'est-à-dire que j'avais demandé l'abattage de tout le cheptel. Et pour les vides sanitaires, il y avait des aides de l'État, de la région, du département de donner. Je suis passé en commission en décembre 1980 et là, j'ai eu un refus parce que, soi-disant, on m'a dit le ministère impose 40% de bêtes réagissantes pour faire un vide sanitaire. Or, vous n'en avez que 38, donc c'est refus. Et on a imposé aux jeunes que j'étais de reprendre une exploitation de plus de 200 bêtes à l'époque, hein, et donc de faire des emprunts alors que l'exploitation était dépourvue de toute rentrée d'argent. Dans ces conditions, comment faire pour payer? Alors, le financement fut fait par le Crédit Agricole qui, forcément, a pris ma mère comme caution. Et puis, et me voilà embrayé dans l'affaire. En 1981, les 40% atteints, parce que la maladie faisait que de progresser, j'ai redemandé un vide sanitaire total. Là, la commission départementale me l'a accordé. Mais c'était le GDS qui était chargé, le groupement de défense sanitaire, qui était chargé de l'exécution du vide sanitaire. Or, le GDS à l'époque était sous la coupe de la FDSEA, la Chambre d'agriculture étant FDSEA, tous les services agricoles dépendaient de la Chambre d'agriculture, donc de la FDSEA. Le groupement sanitaire attestera avoir fait vide sanitaire total parce que, ils ont touché des subventions pour la totalité de mon cheptel, comme il y avait vide sanitaire total de décider, et en réalité, ils ne feront que du partiel. Donc, ils ont gardé
la différence entre les bêtes réellement abattues et les bêtes non abattues. Là, il y a déjà un premier détournement d'argent. Le pire, c'est qu'ils ont laissé en place des bêtes contaminées, et qui ont entraîné par la suite une rechute. Euh, pour repeupler suite à ce vide sanitaire partiel mais déclaré total, et on m'avait imposé, je le comprends, de faire tous les contrôles sanitaires de façon à s'assurer qu'on ne rentrait que des bêtes saines. C'est ce que j'ai fait. Et le laboratoire, dans un lot que j'avais acheté de 4 bêtes, trouve une fois les bêtes réagissant à la brucellose. Or, ces bêtes-là venaient de, des parents du directeur du groupement sanitaire, et là, on m'a imposé de les garder. Et ce qui fait que le directeur de la DSB m'a imposé, après un vide sanitaire pour la brucellose, il m'a imposé de garder dans mon cheptel des bêtes atteintes de la brucellose. Alors, cela a entraîné une rechute. Et donc, en 84, rechute, à nouveau vide sanitaire total de décider, et à nouveau, alors avec subvention pour la totalité des bêtes, mais à nouveau le groupement sanitaire qui était en difficulté financière ne fera que du vide partiel. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait toutes les échéances de prêts qui tombaient et que je ne pouvais pas faire face. Donc le crédit agricole, parce que j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque le prêt aux jeunes, qui était un prêt sur 12 ans à taux bonifié. Et comme je n'étais sans rentrée d'argent, le directeur d'agence, tous les ans, me refaisait un court terme, alors à 10-12%, qui lui payait l'échéance qui était arrivée. Bon, alors cela a continué et en 88, les 40% étant à nouveau atteints, étant même dépassé depuis longtemps, il fut décidé, elle a exécuté un vide sanitaire total cette fois. Alors, au départ, j'avais 205 bêtes. Suite au premier vide sanitaire, j'en ai racheté 94 en repeuplement. Et suite au deuxième vide sanitaire, j'en ai réintroduit 40. Et ce qui fait donc un total de plus de 350 bêtes qui ont passé dans le plan d'assainissement. Alors, quand on me dit qu'il fallait 40% pour faire un vide sanitaire, normalement, il aurait dû être fait depuis bien longtemps parce que quand ils l'ont fait, il me restait plus que 8 vaches. 8 vaches et 30 veaux dont les mères avaient été tuées. Alors, il est constaté maintenant que c'était fait bien trop tard, mais cela m'a laissé pendant 8 ans sans rentrée d'argent, donc imposé par la fédération, par les services de la FDSEA et les services sanitaires. Le crédit, tout le monde était de mèche. De toute manière, vous avez des administrateurs que l'on retrouve au Crédit Agricole qui siègent également au groupement sanitaire, qui, comme ça, ils ont la main. Tout le monde, ils n'ont même pas besoin de téléphoner pour demander quoi faire. Ils sont à différentes places. Hein? À l'époque, il y avait une dame qui était Madame Pralu, a travaillé à ce qu'ils appelaient l'Agridif. Elle a travaillé avant à la DSEA. Maintenant, elle est présidente de la MSA chez nous. Donc, ben voilà, tout ce monde circule, mais il est toujours là. Il connaît, mes mains bossent sur vos problèmes et tout. Donc, au terme des 8 années sans rentrée d'argent, je me suis retrouvé forcément en difficulté. Mon propriétaire, parce que j'avais repris 95 hectares, hein, mon propriétaire m'a mis au tribunal, donc je me suis renseigné vers le service juridique FDSEA à Caen, qui là m'a dit il faut prendre un avocat, sans me dire, et alors ils m'ont désigné un certain Boga,
sans me dire que c'était lui, leur avocat de la FDSEA. Alors, ce type, eh ben, il a pris mon dossier et puis ben, il n'a rien fait. Et il y avait une instance qui avait été mise en place par la Chambre d'agriculture pour venir en aide aux gens en difficulté qui s'appelait Agridif, qui s'appelle toujours Agridif. Donc, je les ai contactés. Ces gens-là ont constaté la situation financière dans laquelle j'étais, dans laquelle on m'avait mis, mais eh bien, pour dégager les services, on fait un montage mettant ma façon d'exploiter en cause, alors que j'ai toujours fait non pas ce que je voulais, mais ce qu'on m'a imposé. Et ce service-là, qui était censé aider les gens, a livré au tribunal, sous pli confidentiel via mon avocat, ce rapport me mettant en cause. Donc, l'avocat ne l'a même pas remis le rapport en question, il a tout envoyé. Alors, forcément, retard en expliquant que c'est ma façon d'exploiter qui était à l'origine des problèmes sanitaires, que le technicien chambre d'agriculture fait un rapport me mettant en cause, à tort, que l'avocat ne conteste même pas. Bien entendu, la résiliation de bail, on me dit, était inévitable. J'ai été expulsé pour défaut de paiement, qu'on m'explique comment payer quand on est 8 ans sans rentrer d'argent, et là, même expulsé avec l'aide de la force publique. Bah, bien entendu, pour mettre quelqu'un d'honnête, on peut autoriser la force publique. Alors, je me suis donc retrouvé, après avoir été sur la plus grande ferme de la commune, je me suis retrouvé dans une caravane au pied de la haie. Voilà, tout simplement. Alors après, on vous dit, il y a des gens qui suppriment ou n'importe, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on vous met dans de telles situations, croyez-moi, il faut quand même avoir la tête solide pour résister. Ma mère, le crédit m'a attaqué aussi devant la justice, a saisi les tribunaux parce que forcément, j'avais des retards. Et ma mère a été condamnée comme caution. Alors, je dois au passage vous préciser que ma mère m'avait aidé parce que le crédit pour payer et le technicien chambre d'agriculture, lui, ce que ma mère m'avait aidé, il l'a marqué avance sur héritage. Aujourd'hui, ma mère est décédée et c'est le bazar pour la succession. Alors, ben, je sais pas, mais je sais pas comment qu'on peut déterminer tout cela. Mais alors, il y a une chose qui est certaine, que j'ai retrouvée par un ancien administrateur, c'est que le GDS avait un trou dans la caisse, des difficultés financières, alors qu'il était géré par dépendant de la FDSEA, et il y avait un trou de 100 millions dans la caisse en 1989. Alors, quand j'ai fait mon vide sanitaire de 88, ne pouvant pas me payer mes subventions, le GDS m'a imposé le rachat de 20 bêtes et m'a donné 1 an pour les racheter. Et en me disant, quand vous aurez réintroduit 20 bêtes, on vous paiera. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas, puisqu'il fallait que de toute manière, je repeuple mon exploitation. La seule chose, c'est que en arrière, je vous ai dit, il y a des administrateurs communs dans les services, c'est qu'en arrière, le crédit a eu ordre de me retirer tous les moyens de travailler. Et tenez-vous bien, la même année, en 1 an, ça a été constaté par le centre de gestion, avec un chiffre d'affaires de 424 000 francs dans l'année, 42 millions, le Crédit Agricole m'a imposé 786 000 de remboursement. Je vous ai dit, tous mes prêts qui étaient à long terme et que je ne pouvais honorer du fait que j'étais sans rentrée d'argent, eh bien, ils m'ont tout repris la même année. Donc, eh bien, j'ai pas pu faire mon repeuplement minimum de 20 bêtes dans les temps impartis
Et après, ben, j'ai reçu un beau courrier du groupement sanitaire FDSEA me disant, Monsieur, vous n'avez pas réintroduit le nombre de bêtes voulues dans les temps voulus, donc ben, on ne vous paiera pas. Vous n'avez pas respecté votre contrat. Et le crédit, donc, est dans le coup. Alors, j'étais allé avec un administrateur, quand j'avais vu comment coopérait le directeur du crédit, j'étais allé avec un administrateur euh, pour l'informer, quoi. J'ai dit, voilà, il me faut un minimum de 20 bêtes. Le directeur n'a voulu strictement rien faire. Visiblement, il avait des ordres. Donc, je lui ai dit, puisque vous voulez rien me faire, j'ai un plan épargne logement chez vous, je vous demande de me le redonner. Oh ben très bien. Il me l'a arrêté en décembre 88, mais me l'a restitué sur mon compte qu'en août 89, c'est-à-dire qu'il a mis 7 mois pour me rendre mon argent. On me dit que 15 jours devaient suffire, mais il me l'a donné après la date de repeuplement fixée par le groupement sanitaire. Et j'ai remboursé, je vous ai dit, 780 000 en un an, ce qui m'a dégagé des fonds de garantie, des parts sociales. Et là, j'ai demandé au directeur de me les redonner et il me les a redonnés, pareil, au bout de 14-15 mois, après la date de repeuplement. Ainsi, j'ai tout perdu. Alors, j'ai eu affaire après, j'ai eu un peu de chance dans le sens que j'ai eu un conseiller de gestion qui m'a dit, je connais la façon de faire dans le Calvados et qui m'a fait orienter vers être pris par le Crédit Agricole de la Manche. Alors, tout d'un coup, là, c'est bizarre. Mes comptes, mon projet, tout était bon. C'est eux qui m'ont repris. Ils m'ont permis de rester à exploiter sur 27 hectares qui appartenaient à ma mère. Mais enfin, j'ai quand même été radié et j'ai eu des ennuis énormes, énormes. Forcément, j'avais pas payé la MSA. J'ai été attaqué par la MSA. J'ai été condamné à environ 50 000 euros que je leur devais. Et puis, est arrivé un jour que ben, aucun avocat, personne n'a rien fait. Je pense même qu'il y en a eu à de payer parce que comment dirais-je, il m'avait dit je vais vous défendre. Et il y avait un négociant bestiaux dans la Manche qui avait changé des bagues. Il l'avait défendu et il avait pris 5 mois de prison. Donc, j'ai pris ce type. Il m'a dit, vous me donnerez 5% de l'indemnisation et il n'a jamais rien fait. Au bout de 8 ans, son bâtonnier a rendu une ordonnance lui demandant de me rembourser. Il l'a contesté. La cour d'appel lui a demandé de me rembourser. Et puis après, commission disciplinaire et il a été radié, le gars. Mais moi, eh ben, je me suis retrouvé comme ça avec rien. J'ai fait ce qu'on m'a imposé et je me suis retrouvé traîné par des gens qui m'ont sali devant les tribunaux. Alors, j'ai eu on m'avait dit, j'ai eu le conciliateur de justice chez nous à Bayeux qui était un ancien gradé de gendarmerie. Il m'a reçu après étude de mon dossier parce que forcément il était épais et je lui ai laissé. Et il m'a dit, monsieur, je vous demande, vous allez écrire de ma part au procureur. Alors, et en lui disant qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses. Le procureur, après étude de mon dossier, a déclaré qu'il y avait escroquerie, m'a fait déposer plainte. Le juge d'instruction dit qu'il y a escroquerie, mais refusait d'instruire le dossier parce que soi-disant que j'aurais dû porter plainte dans les 3 ans après que les faits soient découverts. Or, ben, j'avais porté plainte. Alors, j'avais porté plainte en 1996 et en 2014, c'est-à-dire 18 ans après, ma plainte n'ayant jamais été étudiée, elle a été détruite avec les archives de la brigade de chez nous. Alors ça, je tiens cette information par écrit parce que comme je savais que j'avais porté plainte, j'avais fait appel de la décision du juge d'instruction
en disant, je sais que j'ai porté plainte. Et les gendarmes m'ont dit, vous faites faire des recherches auprès des archives du tribunal. Et là, le tribunal, les archives ont retrouvé qu'il y avait trace de plainte, mais plainte détruite. Voilà. Alors, donc, il y a eu quelqu'un qui a court-circuité ma plainte et puis qui l'a fait détruire. Alors, tout cela, eh bien, aujourd'hui, ben, ça me vaut d'être dans la misère complète. Alors, vous comprenez, les points de retraite sont en fonction de la surface, en fonction des revenus. Je me suis traîné pendant des années avec des déficits, mais attention, pas des petits, hein. J'ai eu des déficits de l'ordre de 250 000 francs par an. Hein. Ouais. Comme j'avais le droit je n'étais sans rentrée d'argent, je pouvais rien payer. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je touche une retraite de 585 € par mois parce que au lieu de 95 hectares initialement que j'avais au départ, je me suis retrouvé avec 27 hectares, petite surface, petite chose beaucoup, et je me suis retrouvé, j'ai aujourd'hui 585 €. Alors, mes sœurs m'ont mis au tribunal parce que pour la succession, et naturellement, avec les papiers du, du gars du technicien de la Chambre d'agriculture, bon, aujourd'hui, je suis convoqué chez notaire, mais j'ai du nouveau dans le sens que comme mon appel que j'avais fait, la Cour d'appel de Caen dit qu'il y a faux en écriture et détournement de fonds et retient qu'il y a escroquerie. Donc là, maintenant, moi, ça me dégage un peu, c'est plus pareil que de mettre ma façon d'exploiter en cause. Alors, les faux en écriture ont été faits et les détournements de fonds ont été faits par le GDS qui était géré par la FDSOA. Alors, pour faire ces faux en écriture, ils ont attesté avoir fait vide total à plusieurs reprises et ont caché la vérité pendant 17 ans. Et se sont couverts pendant 17 ans par des fausses attestations. A fallu l'arrivée changement à des élections de chambre d'agriculture. La FDSEA a été battue. C'est la coordination rurale qui était arrivée en tête avec un certain Jean Soulance. Et là, il a mis en place des nouveaux responsables qu'on fouillait qu'on cherchait et qu'on découvert tous les magouilles qui avaient été faites sur mon dos. Mais entre deux, ben, je me suis trouvé résilié, expulsé, traité comme un malhonnête. Voilà. Alors, ma vie n'a été que de payer des frais d'avocat, avocats qui ont eu l'ordre de tout étouffer et tout. Après que les faits ont été dévoilés par les nouveaux responsables en 2000, attendez que je dise pas de bêtises, en 2000, non, en 97, 98, 99, en 2000, je me suis adressé au directeur de la DDA, qui m'a dit, monsieur, je vais voir quoi faire, je vais vous revoir, il m'a reçu 2 fois, mais n'a pas apporté de solution. Vous savez, ils ont l'ordre d'étouffer, de couvrir les faits. J'ai pris rendez-vous, j'ai saisi la préfecture en me disant le préfet quand même est le représentant de l'État et il est là pour faire appliquer les lois. Donc, je l'avais saisi en 2000. Il m'a renvoyé au directeur de la DDA qui m'a dit voyez la SAFER, voyez tout ça. Alors, comme vous le disiez, Michel, tout à l'heure, la SAFER s'occupe du foncier, mais ne s'occupe aucunement de problèmes sanitaires. Voilà. Comme ça, tout était détourné, tout était faux. Alors, depuis, on m'a dit qu'il fallait que je demande une révision de jugement parce que j'ai été jugé sur des faux. Alors, j'ai demandé, on m'a donné les papiers, comment fallait que je m'y prenne. J'ai demandé en 2016 à être reçu en préfecture pour que les faits soient constatés avec les attestations des nouveaux responsables, mais j'ai toujours rien.
En 2018, j'ai obtenu un rendez-vous avec le directeur de la DSB. Je lui ai dit, monsieur, voilà les papiers, voilà ce qui s'est passé. Je vous demande de me faire une synthèse parce que moi, j'ai été condamné sur mensonge et à tort. Et oui, oui, bah, je comprends bien. Décembre 2019, je suis reçu avec le directeur de la DSB par le premier secrétaire de la préfecture qui me dit, monsieur, ben, je comprends ce qui s'est passé, on va se revoir le mois prochain, je fais le nécessaire. Et puis j'attends toujours sa convocation. En août 2020, j'ai été reçu par le nouveau secrétaire de préfecture parce que ces gars-là changent facilement de place, ça tourne. Et le nouveau m'a dit, bah oui, oui, je vois. Il m'a reçu à nouveau en février cette année avec l'avocat qui m'a défendu devant la cour d'appel et qui a obtenu que ce soit reconnu qu'il y avait détournement, faux en écriture et détournement de fonds. Le premier secrétaire, accompagné du directeur de la DSB, me dit, monsieur, pas de problème, c'est indiscutable. Sous 15 jours, je vous fais les papiers pour vous faire indemniser. Et aujourd'hui, j'attends toujours les papiers, il ne peut plus les faire. Le directeur de la DSB refuse de travailler parce que mon dossier, je lui ai donné, mais ce sont des copies. Forcément, on vous dit gardez vos pièces, faites des copies. Et lui me dit, monsieur, moi je ne travaille pas avec des copies, il me faut les originaux. Or, je ne veux pas lui donner parce que je sais qu'il est capable de les détruire. Alors voilà où j'en suis arrivé. Aujourd'hui, ben, je vous dis, je suis dans la misère. Alors que ben, j'ai été spolié. Au total, c'est plus de 60 millions en francs qui m'ont détourné sur mon dos. Hein. Parce que, je vous ai dit, il y avait un trou dans la caisse du GDS. Alors, ils ont fait, le technicien de la Chambre d'agriculture a fait une étude en disant pas de bovins, ce qui a donc pas de bovins comme ça, pas de repeuplement, donc pas de prime à verser, et tous les services travaillant ensemble. Et le crédit, je vous dis, m'a repris 78 millions. Alors, ben, je sais pas, quand je suis reparti au Crédit Agricole de la Manche, eux, par contre, on dit qu'il faut absolument qu'il ait des bêtes parce que sinon, il devra cesser toute activité. Alors, j'ai été repris, ils m'ont fait des financements, mais ça m'a permis de travailler que sur 27 hectares et puis de vivoter, quoi, parce que je me suis retrouvé avec un dépôt de bilan, avec un plan pour apurer les dettes que j'ai accumulées sur 95 hectares pendant 8 ans, parce que on m'a volontairement laissé sans rentrée d'argent. Et bah, qu'est-ce que vous voulez, ça m'a fait travailler jour et nuit. Hein, j'ai même été obligé d'aller à l'extérieur. Et puis, ben voilà. Alors, et pendant ce temps-là, eh ben, les responsables de service, eux, ont détourné l'argent. Alors, le président de la Chambre d'agriculture, forcément couvrant ses gars, n'a jamais voulu me recevoir. Et j'ai été reçu il y a 4-5 ans par le président de la Chambre régionale qui, lui, a pris position. On me dit que c'est une très bonne chose en disant que l'on m'avait simplement mis dans une situation financière ingérable et où il est impossible, il le marque par écrit, il dit que c'est impossible à un agriculteur de pouvoir s'en sortir. Ça a été une spirale d'agio, d'intérêt de retard et tout. Donc là, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est gavé d'argent sur mon dos? Eh bien, c'est le Crédit Agricole. Et ben, l'argent va où il y en a. Moi, on avait décidé de m'éliminer et ils y sont arrivés, ils ont fait comme il fallait. Ben, je ne sais pas, mais je trouve de laisser une exploitation à un exploitant sur 95 hectares, 8 ans sans rentrée d'argent, aucune rentrée, ben, je pense qu'il y a quand même un souci d'études économiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, hein? Mais non, ces gars-là sont couverts. Bon, voilà en gros ce qui s'est passé. Alors, j'en suis tombé malade. Aujourd'hui, ben, je vis avec un suivi du bon sauveur et tout. Voilà où on conduit les gens. Alors, moi, je l'ai dit au préfet. J'ai dit, moi, monsieur, il m'a reçu personnellement avec l'avocat. J'ai dit, monsieur, je comprends que des gens tombent malades et que des gens arrivent
en finissent par se supprimer. Ah ben, il m'a dit oui, oui, mais pensez-vous, ça ne le tracasse même pas. Et je vous dis maintenant, ben, j'attends parce que j'ai le conciliateur de justice, qui est un ancien magistrat, m'a reçu jeudi dernier. Il m'a dit, monsieur, votre résiliation présentée comme les papiers étaient faits, que tout vous mettez en cause était inévitable, ainsi que votre condamnation et celle de votre mère comme caution. Et il m'a simplement dit, le conciliateur, je vous dis, qui est un ancien magistrat, m'a simplement dit, maintenant, il vous faut demander une révision de jugement parce que vous avez les éléments qui prouvent que ce n'est pas vous le responsable, que vous avez été condamné à tort sur les dires d'un technicien de la Chambre d'agriculture qui a tout étouffé, qui a tout caché. Bon. Et seulement, il me faut une synthèse expliquant tout ce qui s'est passé. Et ça, ben, la préfecture, le premier secrétaire me l'a promis, mais ne le fait pas. Et la DSB ne le fait pas. Et tant que je n'aurai pas ce papier-là, je ne peux pas faire. Au point que le directeur, le conciliateur m'a dit l'autre jour, eh bien, si vous n'avez rien, portez plainte pour entrave à la justice. Parce que en ne vous donnant pas les papiers confirmant les faits, il vous empêche de saisir la justice, car il faut un papier récent de moins de 2 mois constatant les faits pour demander une révision de jugement. Voilà où j'en suis. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, voilà, moi, je ne comprends plus rien parce que ben, j'ai fait ce qu'on m'a imposé. J'avais anticipé tous les problèmes parce que c'est moi qui faisais tourner la ferme de ma mère qui m'en occupait. Donc, j'avais anticipé les problèmes en demandant un vide sanitaire pour ne surtout pas reprendre une exploitation dépourvue de rentrée d'argent. Je savais ce qu'il en était puisque j'ai géré l'exploitation de ma mère pendant 4 ans privée de rentrée d'argent. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce milieu-là, dans cette situation-là. Bon, ben, ma mère, 4 ans, elle la supportait parce que, eh ben, elle était en fin de carrière et tout, que moi, elle avait plus d'emprunt, que moi, forcément, jeune, avec tous les emprunts sur le dos, qu'on m'explique comment payer. Okay. Qu'on m'explique comment payer. Alors aujourd'hui, ben, l'argent, c'est de l'argent qui était débloqué par le Conseil général, qui a été débloqué par le ministère de l'Agriculture et autres, pour aider à assainir les exploitations. Et cet argent, c'est la FDCA, responsable des services, qui l'a détourné. Et aujourd'hui, ben, tout le monde fait barrage. Personne ne veut reconnaître les faits pour que je ne sois pour m'empêcher d'être indemnisé. Alors, je ne sais pas comment l'affaire finira parce que je ne tiens pas à lâcher le morceau. Forcément, je sais que c'est moi qui ai raison. Mais est-ce qu'on va attendre? Moi, j'ai dit au préfet, vous allez faire quoi là maintenant? Vous allez attendre que je sois crevé pour, pour classer l'affaire sans suite? Alors, je vous ai dit, dans la Manche, il y a un négociant qui avait été pris pour avoir changé des bagues. Sitôt les faits connus, les services ont saisi le procureur, un mandat d'arrêt a été délivré. Le soir même, il a couché au cachot en gendarmerie et comparution immédiate le lendemain. 5 mois de prison. Moi, ça fait 22 ans que les nouveaux responsables ont dévoilé que leurs prédécesseurs avaient changé les bagues. Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Ça, le plus important. Je ne vous l'ai pas dit. Le plus important. C'est que moi, j'ai connu 3 vides sanitaires et le technicien de la Chambre d'agriculture en trouve 4, lui. Et la réalité, maintenant, eh ben, il s'avère que comme il y avait un trou dans la caisse au groupement sanitaire, ils ont déclaré un vide sanitaire, demandé et obtenu un vide sanitaire total dans mon dos. Moi, je n'en ai vu que de la fumée, et comme ils avaient déclaré les bêtes abattues, le directeur du service identification, qui était également directeur du groupement sanitaire, il avait les 2 postes à mi-temps, ce gars-là, pour qu'on ne retrouve pas trace des bêtes déclarées abattues qui ne l'étaient pas, il a fait changer les bagues
j'ai l'attestation, sur 88 bêtes. Alors, bon, alors, vous attendez. voyez la traçabilité, ce que ça donne. Alors ça, pour que les gens comprennent, il faut que Michel, les personnes sachent, c'est qu'au niveau des cheptels bovins, les animaux ont une carte d'identification. Ils ont une carte d'identité. D'accord, ouais. C'est comme en fait si on rayait votre identité pour vous en mettre une autre. Oui, ou changer les plaques d'immatriculation d'une auto ou n'importe. Voilà. Et ça a été fait par le directeur lui-même du service identification, Chambre d'agriculture 14. Alors forcément, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ils sont pas chauds à me donner les papiers pour que je me fasse indemniser parce qu'ils savent qu'ils sont fautifs d'un bout à l'autre. Alors, moi, je voudrais, c'est qu'il puisse éclater un scandale et tout, parce que premièrement, pour dénoncer les fautes de ces gens-là, et comment après les services peuvent les couvrir. Parce que la FDCA, responsable des services, n'a eu que faire de la situation dans laquelle on m'a mis. Ils se sont surtout assurés de se protéger, de se couvrir entre eux. Okay, voilà. Bon, alors, j'ai parfaitement compris. Bon, j'ai parfaitement compris. Oui, François, vous m'entendez? Non, je vous entends pas. Ah bon? Alors, pourtant, j'essaye de vous dire que au niveau de ce que vous avez dit, d'accord, il y a plein de procédures qui sont de l'ordre du pénal, normalement. Oui, peut-être de l'ordre du pénal. Bon, mais moi, il faudrait. Oui, mais alors, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien le faire. Alors, on m'a dit, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. La Chambre d'agriculture, le service juridique m'a donné la liste des avocats qui font du rural à Caen, du barreau de Caen. Forcément, tous ces gars-là travaillent avec la Chambre d'agriculture et ils m'ont tous dit non, monsieur, nous, l'aide juridictionnelle, votre dossier, il y a beaucoup de travail. On m'a répondu soit qu'il y a trop de travail pour le faire avec l'aide juridictionnelle, ou on m'a simplement répondu on ne fera rien contre la Chambre d'agriculture. Bon, en tout cas, François, j'espère simplement que le témoignage que vous avez fait aujourd'hui va vous servir. Parce qu'on va le faire. Je ne sais pas, moi, je voudrais que ça se trouve su, parce que au niveau national et tout, parce que j'ai tous les documents, c'est une réalité. Ok, d'accord. En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, on fera tout pour le faire savoir, d'accord, et Michel Chanu vous le fera savoir aussi, parce qu'il vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer derrière. D'accord? Oui, oui. Ok? Donc, d'accord. Voilà. Donc là, moi, on arrive au terme de l'émission qui a été enregistrée, qui sera en ligne, qui sera diffusée sur plusieurs canaux. D'accord? Il faut savoir que c'est une affaire qui sera divulguée. OK? Oui, oui. Mais alors, oui, parce que je ne sais pas où Michel va me dire, ou que pour moi-même pouvoir voir l'émission, il me dira où il faut que je tape, que je vois pour la voir. Enfin, voilà, l'histoire est une histoire réelle. Les gens se sont enrichis. Je vous dis, je peux citer le nom du président de la Chambre régionale. Oui, bien sûr. C'est monsieur Génicel, qui était exploitant dans l'Orne, qui était président de la Chambre régionale, qui a pris position en disant qu'on m'avait mis dans une situation ingérable et où il conclut en disant qu'on m'a mis dans une situation où il est impossible à un agriculteur de pouvoir s'en tirer. Est-ce normal que les services de la FNSEA vous mettent dans de telles situations? Ok, d'accord. C'est entendu. En tout cas, on fera suivre votre appel, François. D'accord? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Et si vous vouliez donner la parole 2 minutes à Michel, parce que je vais clôturer le comment dirais-je. Je ne veux pas. Alors, je vous remercie. Merci, Michel. Merci. Oui, Christophe. Bon, Michel, c'est simplement pour clôturer le débat, parce que, bon, il a révélé plein de choses, d'accord? Et normalement, il y a une grosse part qui est dans le domaine du pénal dans son affaire. Mais bien sûr, tout à fait. C'est du faux en écriture, c'est de la spoliation, c'est de l'escroquerie. Il cumule absolument tout, d'accord? Donc moi, ce que je voulais, c'est simplement pour
parce qu'on arrive au terme là. Je vais bientôt envoyer le générique. Et je voulais que ça soit toi parce que tu m'entends mieux que lui. D'accord? Oui, Et je t'entends faiblement. Hein. Je sais pas pourquoi, on t'entend faiblement, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. c'est à cause des micros, puis on est arrivé au terme de l'enregistrement, en fait. D'accord? Ouais. Donc, ce que je voulais te dire, je te tiendrai au courant de la diffusion et de la multiplication des réseaux. D'accord? D'accord. Et toi, tu lui feras connaître l'enregistrement tel qu'il a été fait. J'espère que tu auras l'occasion de lui faire écouter un jour cette émission-là. D'accord? Alors tu vois, là je voulais t'amener parce que ces malversations elles sont nombreuses. Ça touche quelquefois la MSA qui n'octroie pas qui prélève la plupart du temps des sommes erronées auprès de ses cotisants, parce que moi j'ai fait condamner la MSA pour des prélèvements abusifs. Ils ont été condamnés pour ça. Qui ne paie pas les droits à des personnes qui peuvent y prétendre. Mais tout cet argent-là n'est pas perdu pour tout le monde. Ouais, et le cas de François, c'est un cas d'école. Et en plus, c'est doublement un cas d'école parce que François est dans le Calvados. D'accord. Et tu sais ce que je t'ai expliqué des liens entre le milieu des courses, le milieu agricole et le financement de certains partis politiques ou de certains candidats au présidentiel. Ouais, c'est un cas d'école. Alors, pour en terminer, il a une chance, c'est qu'il n'est pas très loin de notre nouvelle première ministre. D'accord. Qui s'appelle Madame Elisabeth Borne, chez qui on va bientôt s'inviter. Parce que des dossiers de malversation comme celui-là, moi j'en ai plusieurs. D'accord. Et de toute façon, c'est le seul langage que ces gens-là connaissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre ça sur la place publique, parce que ces choses doivent être connues. Et je pense que là, chacun prendra ses responsabilités. Ok. En tout cas, moi, je vais te donner un coup de main, et tu le sais bien que TVADP, avec ce genre d'émission, a cette fonction-là. D'accord, Michel? Ok? Ça marche. Alors François, je vais dire, j'ai son dossier chez moi. Son dossier judiciaire, il est nickel. Franchement, bravo. Bravo, parce que c'est rare que dans le milieu agricole, on trouve des dossiers de cette qualité. D'accord, ok. Bon, en tout cas, sache que... Pour la MSA, attends, il avait quelque chose à ajouter pour la MSA. Alors, suite à l'intervention du conciliateur de justice qui m'avait demandé de saisir le procureur, forcément, c'est parti devant la cour, devant les tribunaux. Et la MSA, quand j'ai pris ma retraite, alors que j'étais condamné, ont-ils eu peur que l'affaire se trouve dévoilée ou pas? Ils m'ont demandé de me retirer des tribunaux parce que j'avais saisi le juge pour la MSA et en me disant, monsieur, on annule tout ce que vous devez à une condition que vous vous retiriez des tribunaux. Ouais, ils ont peur, ils ont peur des. Alors ça veut dire que là, ils sont pas nets. Mais bon, tout ça, c'est. J'étais condamné à plus de 50 000. Derrière, ce sont des gens ça implique la FDSEA. En fait, c'est ce milieu qui tient en fait toutes les instances agricoles et c'est la source des malversations. Mais de toute façon, ça, tu sais, c'est une boutade, hein, je vais le faire avec humour. Les caisses vides dans les groupements sanitaires départementaux ou dans différentes instances agricoles, ça correspond à peu près au braquage des casinos, tu sais. Oui, ben, bien sûr. C'est le même mode opératoire. D'accord. Voilà. En tout cas. Bien, écoute, je pense qu'il faut qu'on en termine là. D'accord. Parce que sinon, on va dépasser notre temps. D'accord. Et merci Christophe, merci pour François. Et puis on va médiatiser son affaire. Et puis on va pas laisser ça tomber. Okay. Moi, je vais même m'investir s'il faut aller à la permanence de Borne. Je vais aller l'accompagner et puis on va prendre les bonnes pratiques, les méthodes qui s'imposent. En tout cas, moi, sache que je vais faire savoir cette affaire-là et qu'elle sera en communication. D'accord? Okay. Voilà. Tout ça, c'était pour que les gens qui sont étrangers au milieu agricole comprennent pourquoi il y a 2 personnes chaque jour qui se mettent la corde au cou. Voilà. Eh ben, cette émission avait cette fonction-là, d'accord? Et le but, c'était de le faire savoir. Donc, en tout cas, voilà. Je te remercie. Tu salues François. Merci Christophe et puis merci à tous. Et puis, au plaisir. Ok. Allez, à plus. Salut. À plus. Salut.